C'était le 2 mai 2016. La saison des pluies n'avait pas encore tout à fait relâché son emprise sur la plaine inondable. Le niveau de l'eau baissait lentement, presque imperceptiblement, comme toujours pendant cette période de transition dans le nord. 1 centimètre gagné ici, une ancienne ligne de marée réapparue là. Peu à peu, la boue des berges, engloutie depuis novembre, revenait à l'air libre. La chaleur de l'après-midi écrasait les terres découvertes. Au bord de l'eau, l'air semblait trembler. La lumière tombait en biais sur le chenal et, de loin, donnait au fleuve une apparence paisible. Il faut avoir lu beaucoup de rapports consacrés à cette région pour comprendre de quel genre d'endroit il s'agit. Ce n'est pas un territoire isolé de manière spectaculaire. Son éloignement est plus discret. L'absence d'autres êtres humains cesse progressivement d'y ressembler à de la solitude. Elle finit par paraître normale, presque naturelle. Et ce changement de perception n'est pas toujours un avantage. Cet entrepreneur aimait consacrer ses congés à des endroits qu'on n'atteignait qu'au prix de quelques efforts. Sa femme, Claire, l'avait accompagné assez souvent pour se sentir à l'aise loin des zones aménagées. Leur fils, Noah, âgé de 13 ans, avait grandi au contact de ce genre d'environnement. C'était le type d'enfant qui observait attentivement les mouvements de l'eau au lieu de s'impatienter. Cet après-midi-là, la famille avait installé son campement sur une portion dégagée de la berge. Puis elle avait passé la soirée à pêcher près du rivage. Ce comportement n'avait rien d'inhabituel, rien d'imprudent non plus. Et c'est un point essentiel. Il faisait exactement ce que des milliers de familles font chaque saison dans cette région. Ce qui allait les distinguer de toutes les autres ne se trouvait ni dans leur préparation, ni dans leur conduite. La différence les attendait au bord du fleuve. Alors que la lumière commençait à disparaître, la ligne de Noah s'accrocha à des débris près de la rive. Liam descendit la pente boueuse pour tenter de la libérer. L'inclinaison était douce. En la descendant, on n'avait pas l'impression de s'engager réellement vers l'eau. Pourtant, à cet endroit, la berge formait un surplomb. Depuis la zone dégagée située plus haut, celui-ci réduisait la portion visible du fleuve et créait, au pied de la rive abrupte, une zone d'ombre impossible à observer. Les crocodiles marins peuvent conserver pendant très longtemps une position précise le long d'une berge riche en proies. Ils apprennent la configuration des lieux avec une exactitude difficile à concevoir. Ils connaissent l'inclinaison de la rive, la profondeur à sa base et l'angle qu'un grand animal terrestre doit suivre pour atteindre l'eau depuis le haut. Les enquêteurs établirent plus tard que ce surplomb constituait une position d'attente presque idéale. La profondeur au pied de la berge, l'angle formé par la terre et le couloir d'approche créé par la pente correspondaient aux caractéristiques que les grands crocodiles de ce réseau fluvial utilisaient régulièrement. L'animal se tenait sous l'eau, contre la base de la rive, posé dans la boue molle. Seuls ses yeux affleuraient au niveau de la surface. Ce qui est peut-être le plus difficile à faire comprendre au sujet de cette espèce, c'est qu'elle n'annonce rien. Un grizzly manifeste des signes de tension, à condition de savoir les reconnaître. Un crocodile marin ne donne aucun avertissement. Son approche est déjà l'attaque. Et l'attaque constitue souvent la première preuve de sa présence. Liam entra dans son rayon d'action. Le crocodile quitta le fond sans provoquer le moindre remous visible. En une seule accélération explosive, il franchit la distance et saisit Liam au bord de la berge. Claire appela immédiatement les services d'urgence. Les équipes de recherche atteignirent les lieux dans un délai qui, dans d'autres circonstances, aurait peut-être permis une intervention assez rapide. Liam Walker ne survécut pas. Les enquêteurs signalèrent que la pente progressive formait un couloir d'approche tout en dissimulant, depuis le haut, la base de la rive abrupte. Cette portion de berge avait déjà connu une activité documentée de crocodiles au cours des saisons précédentes. Mais cette information n'avait jamais été officiellement communiquée aux visiteurs qui accédaient à la zone. Il est difficile de ne pas revenir mentalement à cette pente. En la descendant, Liam devait avoir la sensation de maîtriser chacun de ses pas et non de prendre une décision irréversible. Le surplomb a peut-être caché le pied de la berge jusqu'au moment où il ne restait déjà plus aucune distance de sécurité.
Dans toute cette succession d'événements, il est impossible d'identifier une décision précise qui, à elle seule, aurait pu modifier l'issue. C'est ce qui rend ce cas si troublant. Toutes les rencontres avec un crocodile ne commencent pas directement au bord de l'eau. Certaines prennent naissance plus loin, sur un terrain connu, dans des conditions familières, à la suite d'un geste accompli sans danger des centaines de fois auparavant. C'était le 11 février 2014. Plusieurs jours de pluie continue avaient transformé les parties basses d'une propriété jusqu'à les rendre méconnaissables. L'eau passait désormais là où elle ne circulait jamais. Elle franchissait les clôtures, suivait les pistes d'accès et remplissait les creux des pâturages qui, en temps normal, restaient parfaitement secs. Le passage utilisé régulièrement par Graham Collins se trouvait maintenant sous une nappe uniforme d'eau brun pâle. Tout ce qui lui était familier avait disparu sous la surface. Le fond de gravier, la rampe d'accès et la profondeur du chenal étaient devenus invisibles. Les inondations produisent sur les lieux connus un effet difficile à décrire sans exagérer ce que l'on ressent réellement sur le moment. Elles ne les rendent pas entièrement étrangers, elles les cachent. Le terrain reste au même endroit et paraît encore, à distance, être celui que l'on connaît. Pourtant, l'eau l'a rendu impossible à reconnaître. Cette combinaison entre la familiarité du lieu et l'invisibilité de ces nouvelles conditions revient souvent dans les rapports décrivant ce genre d'attaque. Éleveur de bovins, il travaillait sur la même propriété depuis 2 décennies. Il l'avait traversée pendant les saisons humides comme pendant les sécheresses. Avec le temps, il avait acquis une connaissance du terrain si profonde qu'elle ne nécessitait même plus de réflexion consciente. Il connaissait ce passage comme on connaît un trajet emprunté sans problème pendant des années. Il n'avait aucune raison de l'étudier chaque fois avec une attention particulière. Or, des clôtures endommagées ne peuvent pas rester longtemps sans réparation. Ce matin-là, Graham partit donc évaluer les dégâts sur les limites de la propriété. Pour s'y rendre, il devait franchir le passage inondé. Depuis la rampe d'approche, l'eau paraissait peu profonde. Graham engagea son véhicule. Arrivé quelque part près du milieu, le moteur cala. Il descendit alors dans l'eau afin de pousser le véhicule et de le dégager. Ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que l'inondation avait temporairement relié ce passage à un chenal fluvial situé à plusieurs centaines de mètres de la limite de la propriété. La connexion était restée ouverte assez longtemps pour qu'un grand crocodile marin quitte le fleuve et gagne la zone inondée pendant la nuit précédente. L'eau du passage était chargée de sédiments en suspension. Depuis la surface, la visibilité était presque nulle. Un crocodile marin n'a pas besoin de confirmer visuellement la présence d'une cible avant de déclencher son attaque. Des récepteurs sensibles aux variations de pression, répartis autour de ses mâchoires et sur son corps, détectent les déplacements dans l'eau à une distance et avec une finesse difficile à traduire en termes de perception humaine. Dès que Graham entra dans l'eau, sa présence fut enregistrée par l'animal. Cela se produisit avant même qu'il ait eu le temps de faire un seul pas. Alors qu'il avançait vers l'avant du véhicule, le crocodile frappa de côté. Rien n'apparut à la surface avant l'attaque. Pourtant, l'eau n'arrivait qu'aux genoux de Graham. Lorsqu'il ne revint pas à l'heure prévue, sa famille donna l'alerte. Des recherches furent organisées en fin d'après-midi. Au niveau du passage, les équipes découvrirent des éléments correspondant à une attaque de crocodile. Les enquêteurs relevèrent ensuite la connexion hydrologique temporaire entre le passage et le chenal du fleuve. C'était cette ouverture créée par la crue qui avait permis à l'animal d'entrer dans la propriété. Dans des conditions normales, ce passage n'était pas considéré comme une zone exposée aux crocodiles. L'inondation l'avait transformé en habitat accessible, temporairement et sans aucun signe visible. Il ne l'était devenu que pour un temps limité. Mais ce temps avait suffi. Graham connaissait depuis 20 ans chaque pâturage, chaque évacuation d'eau et chaque particularité de cette propriété. Pourtant, la crue avait fait apparaître une seule chose qu'il ne pouvait pas connaître, une connexion avec le fleuve qui n'avait jamais existé auparavant. Graham Collins n'avait jamais vu ce paysage changer de cette manière. La familiarité, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'est pas synonyme de sécurité. Et l'expérience ne rend personne invulnérable.
C'était le 19 août 2015. La saison sèche s'était pleinement installée sur la région du Cap. Le fleuve avait atteint son niveau saisonnier le plus bas. L'eau restante se concentrait dans des chenaux bien délimités. Elle coulait clairement sur des lits de gravier exposés, entre de profondes fosses où se rassemblaient les poissons. Et avec les poissons venaient naturellement les animaux qui s'en nourrissaient. La circulation sur le fleuve était très faible. Sur la portion où travaillait Peter Lawson, le silence était tel que le bruit de son moteur hors-bord pouvait s'entendre à une distance considérable. Ce calme faisait partie de ce qu'il recherchait. Au fil des années, Peter avait mis au point ses habitudes de pêche grâce à l'expérience. Il avait corrigé ses méthodes progressivement, détail après détail, jusqu'à développer une véritable expertise. La vérification nocturne de ses filets faisait partie de cette routine. Il préférait travailler après minuit, lorsque la température avait baissé et que les autres bateaux avaient disparu. Plusieurs pêcheurs expérimentés de la région procédaient de la même manière. Peter Lawson avait 54 ans. C'était un vétéran des réseaux fluviaux locaux. Les autres pêcheurs le connaissaient comme un homme qui entretenait soigneusement son matériel et travaillait avec la discipline propre à ceux qui vivent du fleuve, et non à ceux qui viennent simplement le visiter. Cette nuit-là, il partit seul inspecter un filet installé près d'un coude tranquille. L'endroit était productif. Le chenal devenait légèrement plus profond le long de la courbe extérieure, tandis qu'une végétation riveraine dense surplombait la rive. Depuis la pose du filet, plusieurs gros poissons s'étaient pris dans les mailles. Ils étaient encore vivants à l'arrivée de Peter et continuaient à se débattre instinctivement. Leurs mouvements se transmettaient à toute la surface du filet, puis à la colonne d'eau, sous forme de vibrations de basse fréquence et de perturbations régulières à la surface. Ces mouvements ne ressemblaient pas seulement, de manière imagée, à un signal annonçant de la nourriture. Pour le système sensoriel utilisé par les crocodiles marins afin de détecter leur proie dans l'obscurité ou dans une eau trouble, ils constituaient réellement un tel signal. Rempli de poissons agités, le filet émettait précisément le type de vibration que les crocodiles locaux étaient parfaitement équipés pour percevoir. Pendant les heures qui suivirent son installation, cette activité avait attiré un grand animal dans la zone. Peter se pencha par-dessus le bord du bateau pour dégager les poissons prisonniers. L'embarcation bougea sous son poids. Lorsqu'il entra partiellement dans l'eau pour retrouver son équilibre, le crocodile attaqua depuis les profondeurs. Ce fut un mouvement unique, direct et totalement engagé. Il n'y eut aucun intervalle entre le premier contact et la prise complète de l'animal. L'absence de Peter fut remarquée au lever du soleil. Une opération de recherche fut organisée. Des traces de la rencontre furent retrouvées à l'endroit où le filet avait été posé, puis confirmées par les équipes de récupération dans l'après-midi. Ce qui rend cette affaire particulièrement difficile, c'est l'étroitesse de la marge qui séparait la routine du drame. Tout ce que Peter avait fait cette nuit-là correspondait aux méthodes habituelles des pêcheurs expérimentés travaillant sur ce type de fleuve. L'attaque ne résultait pas d'une faute évidente. Elle venait d'une combinaison très précise de conditions qui, jusque-là, ne s'étaient jamais réunies de cette façon. Peter Lawson travaillait seul parce qu'il l'avait choisi. Il se trouvait à 1 heure et dans un lieu qu'il connaissait parfaitement. Le cas suivant est différent. L'homme concerné n'avait aucune raison particulière de prévoir ce qui l'attendait à un endroit que des dizaines de personnes avaient utilisé avant lui sans incident. C'était le 7 juillet 2016. Avant le lever du soleil, le fleuve était sombre et calme. Des pluies récentes avaient sensiblement relevé son niveau. L'eau poussait contre les berges et la frange inondée avançait de plusieurs mètres dans la végétation riveraine. La route goudronnée la plus proche se trouvait à 4 heures de piste pendant la saison sèche. En période humide, la durée du trajet devenait imprévisible. Le chantier était pratiquement coupé du reste de la région depuis 11 jours. Lors de l'installation initiale du site, les ouvriers avaient ouvert plusieurs accès à travers la végétation des berges à l'aide de machettes. Désormais, les plantes surplombaient l'eau selon des angles et avec une densité qui n'existait pas la semaine précédente. Dans ces réseaux fluviaux, le danger ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Parfois, il prend seulement la forme d'un accès familier, légèrement transformé par quelques jours de pluie.
Quelqu'un s'en approche avant l'aube pour accomplir une tâche ordinaire qui doit être terminée avant le début de la journée de travail. Matthew Reed avait 33 ans. Il travaillait sur un chantier d'infrastructure isolé dans le territoire du Nord. Le projet consistait à prolonger une route de saison sèche afin d'offrir un accès permanent à une région d'élevage. Le personnel travaillait selon un système de rotation assuré par un vip. Mais la saison humide avait perturbé le calendrier des relèves et l'équipe de 9 ouvriers était restée sur place plus longtemps que prévu. Aucun réseau d'eau courante n'était accessible à une distance raisonnable. Ce matin-là, Matthew s'était porté volontaire pour aller chercher de l'eau au point d'accès que les ouvriers utilisaient régulièrement sur la berge. Il voulait effectuer cette tâche avant que le reste de l'équipe commence sa journée. Le passage avait été aménagé pendant la saison sèche. À cette époque, il permettait d'approcher l'eau sur un sol stable, avec une vue parfaitement dégagée dans les deux directions le long du fleuve. Les pluies récentes avaient visiblement modifié les lieux, mais ces changements ne semblaient pas importants au premier regard. La montée des eaux avait poussé la végétation au-dessus de la surface. Le sol était devenu plus meuble sous les pieds. La frange inondée avait également créé un surplomb le long de la portion de berge qui offrait l'accès le plus direct. Dans les zones où l'activité humaine est régulière et prévisible, les crocodiles marins n'évitent pas nécessairement les endroits fréquentés. Lorsque des personnes accèdent à l'eau par des points bien définis et selon des horaires réguliers, les animaux finissent par connaître ces lieux. Il ne s'agit pas d'un raisonnement conscient. Le crocodile explore les endroits où les perturbations humaines se répètent. S'il n'y découvre aucune menace, il peut y revenir. Une équipe qui prélève de l'eau chaque matin au même point de la berge et selon un horaire stable produit exactement ce genre de signal prévisible. Le passage utilisé par les ouvriers n'était donc pas inconnu des crocodiles locaux. Pendant la nuit précédente, un grand animal avait pris position sous le surplomb créé par l'inondation au bord de la rive. Sous la surface, dissimulé par plusieurs centimètres d'eau trouble après la crue, il était entièrement caché. Le sentier menant au point de collecte conduisait Matthew directement au-dessus de l'endroit où se tenait le crocodile. Prise isolément, la logique consistant à recueillir de l'eau dans un lieu connu avant le lever du jour ne présente aucune erreur évidente. Mais elle ne tenait pas compte de la manière dont la crue avait déplacé à la fois la forme de la berge et l'animal qui l'utilisait. Depuis le chemin d'approche, ce changement était invisible. Matthew s'agenouilla au bord du fleuve pour remplir les récipients. Le crocodile jaillit sous la végétation en surplomb. Il franchit la distance avant que Matthew puisse réagir ou se relever. Les ouvriers restés dans le camp entendirent le bruit de l'attaque et coururent rapidement jusqu'au point d'accès. Ils arrivèrent trop tard. Elles confirmèrent la nature de l'attaque et son issue. Au bord de la rive, les récipients étaient restés là, partiellement remplis, pendant que les ouvriers alertés par le bruit accouraient vers le fleuve. De petits objets ordinaires, qui représentaient pourtant l'unique raison pour laquelle Matthew était venu à cet endroit ce matin-là. Matthew Reed se trouvait exactement là où son travail lui imposait d'être. L'homme du cas suivant avait, lui, choisi délibérément sa position. Il s'était rapproché de l'eau en dépassant une barrière installée précisément pour l'en empêcher. La limite était visible. Il l'a franchie malgré tout. C'était le 3 mars 2017. La matinée était chaude et le ciel parfaitement dégagé au-dessus du fleuve. Une lumière forte et uniforme baignait le paysage. Elle attirait depuis la route un nombre croissant de visiteurs, avec une fréquentation maximale vers le milieu de la matinée. Sous la chaleur, le fleuve avançait lentement. Sur la rive opposée, des oiseaux se déplaçaient dans la végétation suspendue au-dessus de l'eau. Devant un tel paysage, il était facile de comprendre pourquoi des gens parcouraient de longues distances pour venir observer ce fleuve en particulier. Oliver Grant avait 29 ans. Ce voyageur était venu dans le Nord spécialement pour photographier les animaux sauvages de la région. Il avait emporté son appareil et cherchait à obtenir une image précise. La plateforme d'observation dominait le fleuve et offrait une vue large depuis une position surélevée. Elle convenait parfaitement pour découvrir les lieux, mais beaucoup moins au cadrage rapproché qu'Oliver souhaitait réaliser. En contrebas, l'eau paraissait immobile.
Rien ne signalait visiblement la présence récente d'un crocodile dans les environs immédiats. Des barrières d'avertissement avaient été installées le long des portions de rive où une activité de crocodile avait été documentée. Elles étaient clairement signalées. Leur fonction ne prêtait à aucune confusion. Oliver passa au-delà de l'une d'elles, puis s'approcha de l'eau afin de trouver un angle plus bas. Le mécanisme psychologique à l'œuvre dans cette décision mérite d'être examiné. Le problème ne réside pas dans l'interprétation du franchissement de la barrière. Sur ce point, la situation est simple. Ce qui est plus difficile à saisir, c'est la perception du danger à cet instant. L'eau semblait vide. La menace ne pouvait pas être vue. Toute l'attention d'Oliver se concentrait sur un problème technique: l'angle, la lumière et le cadrage. Ni la surface du fleuve, ni ce qui l'entourait ne lui donnaient un signal immédiat capable d'arrêter son geste. À cet endroit, le fleuve formait une courbe qui créait une petite zone d'eau presque stagnante près de la rive. Le courant y ralentissait, produisant des conditions adaptées au repos d'un grand animal. Les enquêteurs conclurent qu'un crocodile occupait l'eau directement sous la berge au moment de l'attaque. Depuis le haut, aucun signe à la surface ne permettait de détecter sa présence. Oliver s'accroupit près du bord afin d'abaisser son angle de prise de vue. Sans mouvement préparatoire, le crocodile sortit de l'eau au pied de la rive. Il saisit Oliver avant que les témoins restés sur la plateforme puissent réagir. Les services d'urgence furent immédiatement prévenus. Les secours arrivèrent rapidement, mais l'attaque fut mortelle. Dans la gestion des espaces fréquentés par des animaux dangereux, la conception des barrières se heurte toujours à une limite qu'aucune solution technique ne peut supprimer. Une barrière arrête une personne qui n'a pas encore décidé de la franchir. Une fois cette décision prise, même lorsqu'elle se forme progressivement et répond à un objectif précis, le dispositif a déjà accompli tout ce pourquoi il a été conçu. Oliver Grant prit cette décision et s'avança vers le danger par temps clair, en plein jour, avec l'avertissement directement derrière lui. Le cas suivant ne présente aucun de ces repères. Il n'y a ni barrière, ni eau visible à distance, ni instant de décision précis que l'on puisse isoler et analyser après coup. C'était le 28 janvier. Pendant la nuit, une violente tempête avait traversé la région. Au matin, ces traces étaient visibles dans tout le paysage. Des débris s'étaient accumulés contre les clôtures bordant la route d'accès. Dans les parties basses du terrain, l'eau stagnante formait des mares irrégulières qui commençaient à se rejoindre. Surtout, au plus fort de l'orage, l'eau de crue avait traversé les secteurs inférieurs d'un centre de stockage. Elle avait créé un chenal temporaire reliant le fleuve à une zone habituellement assez élevée au-dessus de la nappe d'eau pour rester sèche, sauf pendant les inondations les plus importantes. Lorsque la journée de travail commença, le niveau de l'eau avait cessé de monter, mais il n'avait pas encore commencé à redescendre. Marcus Stan avait 45 ans. Employé chargé de l'entretien des installations, il connaissait en détail la disposition de la propriété et sa relation avec le fleuve dans des conditions normales. Il savait quelles zones subissaient parfois des inondations mineures. Il connaissait la vitesse habituelle de décrue et savait jusqu'où l'eau pouvait avancer pendant les pics de la saison humide. Mais le chenal apparu au cours de la nuit ne faisait pas partie du comportement normal des crues sur cette propriété. Marcus ne l'avait pas vu se former. Il ne pouvait donc pas savoir ce qu'il avait emprunté pendant l'obscurité. Lors de fortes précipitations, les crocodiles marins se déplacent vers les terrains nouvellement accessibles. Le mécanisme est direct. Les eaux de crue ouvrent des corridors qui n'existent pas lorsque le fleuve reste à son niveau habituel. Les grands animaux qui parcourent leur territoire sur de longues distances peuvent alors les utiliser. Le chenal provisoire reliant le fleuve au terrain du centre constituait précisément ce type de passage. Peu profond mais continu, il conduisait vers un espace que le crocodile n'avait jusque-là aucune raison de visiter. La crue avait simplement ouvert une voie. L'animal l'avait suivi. L'eau recouvrant la partie basse de la propriété transportait des sédiments en suspension. À la surface, la visibilité était presque nulle. Un grand crocodile immobile dans une eau trouble arrivant aux genoux, au milieu d'un terrain parfaitement familier, peut devenir aussi invisible qu'un animal puisse l'être dans la nature. Aucun relief à la surface ne révèle sa présence.
Aucun comportement ne sert d'avertissement. L'eau recouvre tout de la même manière. Dans ce type d'attaque liée aux inondations, cette invisibilité n'est pas partielle. Elle n'est pas seulement difficile à percer, elle est totale. Rien n'annonce la rencontre. Marcus traversa la zone inondée en direction de l'entrepôt inférieur, là où les débris s'étaient accumulés. Le crocodile frappa sans aucun mouvement préalable depuis l'eau peu profonde située sur sa gauche. Une légère dépression du terrain y avait retenu quelques centimètres d'eau supplémentaire. Cela avait suffi pour dissimuler un animal resté immobile depuis avant l'aube. Marcus n'eut aucune possibilité de reculer. Les enquêteurs retracèrent le chenal temporaire depuis le fleuve jusqu'au terrain inondé. Ils relevèrent également la position exacte de l'attaque. À son point le plus étroit, le passage était peu profond. Avec le recul, il apparaissait comme une voie d'accès évidente pour un grand animal se déplaçant au moment où la crue atteignait son maximum. Mais au cours d'une inspection des dégâts, un matin de janvier après une tempête, ce chenal ne ressemblait à rien de ce que les employés avaient rencontré jusque-là sur ce site. Marcus Tan évaluait simplement les dommages causés par l'orage sur une propriété qu'il connaissait. Voilà tout le contexte de cette affaire. Il n'existe aucun écart évident par rapport aux pratiques raisonnables. Il y a seulement ce passage, cette nuit, et l'animal qui a profité des deux. Marcus n'avait jamais quitté un terrain familier. La dernière histoire concerne au contraire un homme qui avançait dans un environnement qu'il ne connaissait pas. Une zone isolée, traversée par une eau rapide, à la fin d'une journée où la lumière avait déjà presque disparu. C'était le 15 octobre 2018. En fin d'après-midi, la lumière au-dessus du fleuve était devenue plate, sans direction. Des nuages arrivés au milieu de l'après-midi avaient réduit les dernières heures utilisables du jour. Le temps de clarté restant était désormais plus court que ce que l'itinéraire prévu laissait supposer. Le courant était puissant au centre du fleuve, comme souvent pendant la transition vers le début de la saison humide. Sur les deux rives, une végétation dense s'avançait au-dessus de l'eau le long de la courbe extérieure de chaque méandre. L'eau était sombre et rapide. Dans un réseau fluvial de ce type, les courbes extérieures ont une importance particulière. L'eau y est plus profonde contre la rive. Le courant ralentit sous la végétation en surplomb. Les racines et les ombres offrent une excellente dissimulation. Ces endroits comptent parmi ceux que les grands crocodiles marins occupent le plus régulièrement. Ils y trouvent des positions d'attente productives, où ils peuvent rester presque entièrement invisibles tout en dépensant très peu d'énergie. Le fleuve n'abritait donc pas seulement des crocodiles. Sa structure même leur était favorable. Ryan Mitchell avait 38 ans. Il traversait une portion du fleuve qui exigeait une navigation autonome. Il ne participait pas à une excursion guidée et ne bénéficiait d'aucune assistance. Ce trajet était toutefois emprunté par des personnes possédant assez d'expérience pour couvrir seule la distance. Ryan avançait dans ce secteur depuis le milieu de l'après-midi. Il comptait atteindre un point de repos avant la nuit complète. Mais le courant était plus rapide que son apparence au centre du chenal ne le laissait penser. Un tronc immergé barrait la trajectoire de l'embarcation. À cet endroit, la vitesse de l'eau et la lumière uniforme rendaient les mouvements de la surface difficiles à interpréter lorsqu'on avançait à bonne allure. Le choc contre le tronc ne fut pas violent. Il suffit pourtant à déséquilibrer le canoë. L'embarcation se retourna, projetant Ryan dans le fleuve, au milieu du chenal. Ce qui suivit fait partie de ces enchaînements qui ne deviennent évidents qu'après l'événement. Dans cette portion du fleuve, le courant ne se répartissait pas équitablement vers les deux rives. Il poussait vers l'extérieur du méandre, là où l'eau profonde longeait une végétation épaisse et des secteurs de berges creusés par le courant. Les conditions hydrauliques qui favorisaient les crocodiles en tant que prédateurs à l'affût déterminaient également l'endroit vers lequel une personne tombée à l'eau risquait d'être emportée. C'est un détail essentiel. Le chavirement ne constituait pas encore la rencontre avec l'animal. Avant même que Ryan remonte à la surface, le fleuve avait déjà commencé à choisir l'endroit où il finirait. Le courant l'entraîna vers la courbe extérieure. Le canoë dériva de son côté séparément. Ryan tenta de nager en biais pour atteindre la rive.
mais le débit était plus puissant qu'il ne l'avait semblé depuis l'embarcation. Chacun de ses efforts pour traverser le courant ne lui permettait de progresser que très lentement. La végétation de la rive extérieure paraissait de plus en plus proche à mesure que l'eau le poussait en aval. Un grand crocodile marin se tenait déjà sous ses branches. Après l'attaque, les enquêteurs examinèrent cette courbe du fleuve. Ils conclurent qu'elle présentait la structure idéale pour accueillir un crocodile. Une eau profonde le long de la rive, une couverture végétale en surplomb et un courant réduit sous les plantes. Dans les réseaux fluviaux du Nord, ces caractéristiques sont précisément celles que l'on associe régulièrement aux grands animaux résidents. Le crocodile n'était pas arrivé parce que Ryan était pondé à l'eau. Il occupait déjà cette position. Pour détecter une perturbation dans le fleuve, les crocodiles marins ne dépendent pas principalement de leur vue. Les organes sensoriels sensibles à la pression, répartis autour de leur mâchoire, leur permettent de percevoir les mouvements et les vibrations avec une précision extraordinaire. Le choc du canoë, les gestes irréguliers d'un nageur en difficulté et le déplacement d'eau provoqué par un homme luttant contre le courant se seraient propagés bien avant que le crocodile ait besoin d'identifier visuellement leur origine. Ryan atteignit la lisière de la végétation, mais ses pieds ne trouvèrent aucun appui. Le fond de la courbe extérieure plongeait brutalement près de la rive. Les racines et les branches qui, à distance, avaient semblé offrir un refuge, formaient en réalité un espace resserré où les mouvements devenaient encore plus difficiles. Depuis sa cachette sous le surplomb, le crocodile franchit la distance restante. Dans presque toutes les représentations humaines, la rive signifie la sécurité. Une personne emportée par une eau rapide ne pense qu'à atteindre la terre, à saisir quelque chose de solide, à trouver n'importe quel point capable d'empêcher le courant de décider de sa trajectoire. Mais dans l'habitat des crocodiles, toutes les parties de la rive n'offrent pas le même niveau de sécurité. Certaines sont précisément les endroits où la présence d'un prédateur est la plus probable. L'attaque se produisit au bord de la végétation alors que Ryan tentait de se stabiliser contre la berge. Aucun avertissement n'était visible à la surface. Rien n'indiquait qu'un animal se trouvait sous les branches. Le crocodile attaqua à très courte distance. Tout se termina en quelques secondes. Le lieu était extrêmement isolé. La lumière disparaissait déjà. Aucun autre bateau ne naviguait dans cette portion du fleuve. Il n'existait aucun moyen de communication permettant de transformer un appel à l'aide en intervention dans un délai utile. Dans de telles conditions, aucun sauvetage n'était possible. L'isolement propre à cet itinéraire n'était pas un élément secondaire de l'affaire. Il constituait le cadre dans lequel tout le reste s'était produit. Dans certains cas, cet isolement résulte clairement d'une décision imprudente. Une personne choisit de voyager seule sur un terrain qui justifierait la présence d'un compagnon, sans informer qui que ce soit de son itinéraire. Ici, la situation n'était pas aussi simple. Dans cette partie du monde, des personnes expérimentées parcourent souvent seules des fleuves isolés pour des raisons pratiques qu'on ne peut pas écarter facilement. L'isolement ne signifiait donc pas nécessairement qu'une mauvaise décision avait été prise. Il signifiait seulement qu'aucune marge de sécurité n'existait face à la combinaison précise de circonstances apparues cet après-midi-là. Lorsque Ryan n'arriva pas à la destination prévue, des équipes de recherche furent mobilisées. Elles atteignirent cette portion du fleuve le lendemain matin. Le canoë fut retrouvé plus loin en aval. Le courant l'avait emporté jusqu'à une zone d'eau plus lente contre la végétation de la rive. Les traces physiques découvertes sur le site correspondaient à une attaque mortelle de crocodile le long de la courbe extérieure. Aucun incident n'avait auparavant été enregistré à cet endroit précis. Le crocodile impliqué n'était pas un animal déjà identifié. Il occupait simplement le type de position que les grands crocodiles utilisent dans des fleuves semblables depuis des milliers d'années. Le courant conduisit Ryan vers la courbe. Le crocodile attendait dans cette courbe. Tout le reste en découla.